Donc, c'est vrai on migre de la relation basée sur le physique, basée sur le réseau d'agences physiques, vers une agence virtuelle, sur un certain nombre de services virtualisés, sur une dématérialisation, ce qu'on appelle une dématérialisation de la relation. Et par conséquent, là, aujourd'hui, il y a énormément d'opportunités qui s'offrent aux banques et aux clients, en même temps il y a des challenges qui se proposent. Je pense qu'aujourd'hui, tous les clients, je dirais, sont très contents. Moi, le premier, aujourd'hui, de cette dématérialisation de la relation, de cette instantanéité, de cette réactivité qu'on a retrouvée à travers chez les banques, en offrant une multitude de services au niveau des différentes plateformes. Aujourd'hui, vous parliez des grosses innovations. Aujourd'hui, nous sommes passés de services online sur les web transactionnels, les plateformes web transactionnelles, vers les applications smartphones sur lesquelles aujourd'hui vous pouvez aujourd'hui faire une bonne partie des services financiers. Je donne un chiffre juste pour vous donner un petit peu l'ampleur du changement. Quand on observe les virements bancaires réalisés sur le canal digitalisé, sur le canal classique, on trouve que plus de 80% aujourd'hui des virements ont été digitalisés et ça passe en temps réel. Vous pouvez faire votre virement à minuit, à 16 heures, à 14 heures, donc indépendamment de la durée ou je dirais du temps d'ouverture du réseau. Je pense qu'énormément d'investissements ont été effectués aujourd'hui. Ils ont été commencés par des investissements de la place bancaire marocaine parce qu'on a dématérialisé la télécompensation entre les banques, on a dématérialisé les virements interbancaires à travers le RTGS. Et ce qui a suivi aujourd'hui, c'est tout l'investissement qu'on a eu dans les plateformes appli mobile, mais aussi sur le mobile banking qui a été lancé aujourd'hui et qui est pour nous un projet sur lequel on a énormément d'attentes. Donc voilà de manière un petit peu sommaire ce que je pourrais vous dire à On va titre revenir, introductif. on va revenir justement à cette innovation du mobile banking. C'est Ali Sakhi. Comment se positionne le Maroc à l'intérieur de tous ces changements qui sont en cours? Alors, tout d'abord, merci pour ce point et je voudrais aussi, je suis ravi d'apporter un peu notre retour d'expérience sur le terrain par rapport à l'auditoire et par rapport aux participants. Donc, pour traiter cette question d'innovation et de changement, on va dire, technologique, ce que ça fait pour les banques, je voudrais aborder en fait, sur un certain nombre d'axes qui ont poussé un peu les banques, on va dire. Il y a le premier axe, c'est que la technologie aujourd'hui est devenue mature. Aujourd'hui, la technologie, elle permet des choses qu'on ne faisait pas dans le passé. Deuxième chose, c'est le menace qu'aujourd'hui qui pèse sur les banques par des acteurs, que ce soit des fintechs ou des gros acteurs qui n'étaient pas forcément dans l'activité, c'était l'activité bancaire, qui vient gratter un peu on va dire, du part de marché des banques. Et donc ça, qu'est-ce que ça a fait au niveau des banques en termes d'innovation et de proposition de valeur par rapport à leurs clients? Il y a tout d'abord une refonte globale de comment traiter le client et donc ce qu'on appelle les parcours ou l'expérience client. Et dans ces parcours-là, il y a une utilisation au maximum de toute la puissance des canaux digitaux. Donc, c'est tout à l'heure, il parlait justement du portage du maximum de services bancaires sur les canaux digitaux qui permet aujourd'hui aux clients d'avoir, on va dire, la banque dans sa poche. Et donc, ça, c'est une exigence, en fait, qui devient aujourd'hui de la nouvelle génération du client. Et après, il y a aussi toute la technologie permet aujourd'hui d'exploiter mieux les datas. Et donc, ça fait aujourd'hui sortir un certain nombre de cas d'usage. Donc, nous, ce qu'on constate en tant que groupe qui opère partout un peu dans le monde, pour le secteur financier, bah, il y a beaucoup de cas d'usage sur l'utilisation des datas pour tout ce qui est segmentation du client, mais segmentation assez fine, c'est-à-dire avec les données du client et les données externes qui permettent de personnaliser vraiment les offres et répondre à cette exigence d'avoir un client, on va dire, customer-centrique. Il y a aussi tout ce qui est la notion de virtual advisor, c'est-à-dire que
donner au maximum en exploitant les données, préparer le conseil, décharger les agences d'un certain nombre de travaux et les mettre, et donc permettre aux clients d'avoir un accès à l'information. Et après, il y a… Pardon, j'ai reçu un truc. Et donc après, sur tout ce qui est scoring en temps réel. Donc ça, c'est des cas d'usage qui, aujourd'hui, avec la maturité de la technologie, a permis justement aux banques d'avancer sur ça. Le Maroc n'était pas, on va dire, il était assez réactif sur ces nouvelles tendances. Et donc, on l'a vu avec le déploiement de mobile banking en une rapidité quand même assez intéressante. Pratiquement toutes les banques, ils ont mis en place des offres sur le marché qui permettent justement de faire un certain nombre de services et de faire de l'inclusion financière. Pareil, sur le même principe, sur le parcours client, majorité des banques, ils ont enrichi leurs canaux digitaux par un maximum de services qu'avant, il était disponible qu'au niveau d'agence. Et donc, je dirais que il y a une vraie dynamique de transformation, il y a une vraie dynamique d'accompagner justement cette culture de customer centric par la création des offres, par la diversification des parcours et par l'ouverture de la banque vers l'écosystème ou des partenaires. Si je dois zoomer un peu plus sur le mobile banking aujourd'hui, alors je ne sais pas si vous entendez cette semaine, il y a le Walid Bank Maghreb qui a poussé pour la généralisation. Là aujourd'hui, on va dire les offres elles sont là, l'infrastructure est là. Il y a certaines réticences, on va dire, des commerçants, mais il y a un maximum de services sont aujourd'hui disponibles sur le mobile banking. Il faut juste régler ce problème de réticence pour vraiment un usage. Et je pense que ça c'est une technologie qui va permettre vraiment de passer sur un nouveau gap. D'accord. On va revenir à cette histoire de mobile banking parce que c'est assez typique du marché marocain puisqu'il y a eu un retard de son déploiement depuis des années, mais qui n'est pas forcément dû à un retard technologique, mais plutôt à une réticence d'autres ordres qu'on pourrait développer par la suite. Si Amin Alaoui, comment vous vivez à l'intérieur, vous faites partie d'un groupe bancaire qui est présent un peu partout en Afrique et même ailleurs. Comment vous, en tant que banque, vous dealez avec ces innovations? D'abord, bonjour à tous, aux différents participants. Merci à Kelome Entreprise pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de participer avec vous à des débats aussi intéressants que celui-ci qui tourne autour du digital dans le monde du service financier. Alors, une banque est avant tout un fournisseur de services. Il ne faut pas oublier ça. Donc, on est un fournisseur de services financiers, certes, mais d'abord un fournisseur de services. Donc, il est aussi du rôle et du devoir de toutes les banques d'accompagner une évolution technologique, comportementale, des usages que font nos clients des différents services financiers qu'on peut leur proposer. Donc, comme a été souligné à juste titre précédemment, toutes les banques se sont mises en ordre de marche pour donner à leurs clients cette capacité et ces solutions qui leur permettent, entre guillemets, de s'affranchir un tant soit peu de ce, entre guillemets, contact direct qui était auparavant nécessaire pour la moindre opération bancaire ou pour bénéficier du moindre service. Donc, nous avons vu au cours probablement de la dernière décennie, voire un petit peu plus en fonction des pays et de la maturité des pays, une transformation qui s'est opérée dans la façon dont les consommateurs et les personnes physiques consomment la banque. Et il était de notre devoir, évidemment, de faire évoluer notre façon de faire, nos outils, y compris également nos services, pour épouser ce besoin-là et leur mettre à leur disposition un maximum d'outils leur permettant de passer d'un mode
besoins au quotidien de la banque vers un mode hybride, un peu self-care, un peu relation avec la banque pour des besoins un peu plus évolués. Et ce qu'on constate aujourd'hui, et comme a été souligné auparavant, tout ce qu'on observe nous conforte aujourd'hui dans tous les investissements que toutes les banques d'ailleurs, hein, je ne parle pas uniquement de Banque of Africa, mais toutes les banques, tous les investissements qu'elles ont accordés dans leurs solutions, dans leur IT. L'idée aujourd'hui, évidemment, est de continuer sur cette voie-là, et c'est là vraiment le sujet de ces échanges, donc, comment cela peut être fait tout en conciliant, le terme est très bien choisi, conciliant la technologie à l'humain et l'humain avec un grand H au sens large du terme. Donc, certes, notre premier souci et ce pourquoi on travaille au quotidien étant de répondre favorablement aux besoins de nos clients, mais ça aussi, il faut garder en tête que l'humain, dans sa globalité, qu'il soit client ou collaborateur, est au centre névralgique de ces évolutions. Mais justement, comment des outils technologiques, est-ce qu'on peut avoir des exemples concrets d'outils technologiques qui sont utilisés pour l'adaptation des banques pour justement mettre le client au centre? Est-ce qu'on est passé d'un modèle Fordiste où toutes les couleurs de la Ford T sont permises tant qu'elles sont noires, ou à un autre modèle où toutes les couleurs sont permises aujourd'hui? C'est là, oui, allez-y. Je prends la balle au bon sens parce que l'exemple de Ford que vous venez de citer est extrêmement important et me parle énormément. Il est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on voit arriver dernièrement, donc au cours des quelques années passées, ce qu'on appelle aujourd'hui plus communément la quatrième révolution industrielle, est probablement celle qui s'approche plus de la toute première, où on fait passer l'homme qui était dans un cadre plutôt agricole, voire artisanal, vers une ère industrielle. Et aujourd'hui, cette quatrième révolution industrielle qui concerne, bon an, mal an, on va parler de big data, on va parler d'intelligence artificielle, on va parler des imprimantes 3D, on va parler des RPA. Et c'est là où on voit vraiment un gap comportemental et d'usage, que ce soit, comme j'insiste, hein, que ce soit au niveau des clients ou bien au niveau des collaborateurs, qui est quand même assez conséquent. Vous l'avez dit en préambule, aujourd'hui, on voit très bien comment, évidemment, à cause de la pandémie, une transformation dans la façon avec laquelle on travaille. On est en train aujourd'hui de passer vers beaucoup de distanciel de télétravail. Distanciel, c'est pour les enfants, mais plutôt la télétravail, qui commence à prendre le pas sur notre façon de travailler. Donc, on voit aujourd'hui un certain nombre, on pourra revenir là-dessus plus en détail tout à l'heure, mais même dans nos façons de travailler tous ensemble, il y a quand même beaucoup de changements qui sont en train de s'opérer et qui vont très probablement s'inscrire dans le temps. Donc, le sujet dans sa globalité, j'insiste, c'est le client, le collaborateur, vous et moi, comment on va pouvoir vivre dans cette nouvelle ère de la révolution industrielle / numérique, et comment nous, banques, on met à la disposition de nos clients, évidemment, des services divers et variés, de la version desktop d'un e-banking à sa version mobile, de wallet, de services digitaux sur les différents canaux, que ce soit le CRC, que ce soit le GAB. Il y a un certain nombre de services. J'ai presque envie de vous dire, sky is the limit par rapport à ça. Donc, on s'interdit absolument rien, modulo évidemment un certain nombre d'éléments qui sont tout à fait à l'ère du temps, qu'il s'agit de compliance, qu'il s'agit de la sécurité informatique, qui commence aussi des métiers dans la banque qui commencent à prendre de l'ampleur. Si tu permets, Sirsen, juste un complément, parce que vous avez posé la question sur la technologie.
ou les technologies aujourd'hui. Croyez-moi que aujourd'hui les technologies se sont banalisées. Et ça, c'est l'apport du 21e siècle aujourd'hui. Donc, honnêtement, là, il y a une pléthore de services, d'éditeurs et de providers de services. Ça, vous allez en trouver. Ils sont très, très nombreux. Aujourd'hui, des structures qu'on ne voyait jamais, elles sont nées avec, c'est même des générations Y, ils sont nés dans ce mouvement-là, ils se sont développés dans ce mouvement-là, et ils l'accompagnent sur le plan offre technologique. Autant on n'a pas de sujet sur l'offre technologique, il y a une pléthore de services aujourd'hui qui sont disponibles. Autant aujourd'hui, je pense que l'inflexion, on doit l'aborder dans le sens où aujourd'hui, on doit migrer progressivement ou rapidement, on ne sait pas, ça dépend aujourd'hui de la capacité des clients à digérer tout ça, de l'offre de services classiques, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on fait grosso modo, c'est qu'on est en train de prendre un certain nombre de services financiers du réseau classique et de le transporter vers le réseau, je dirais, dématérialisé. Mais ce qu'on attend, c'est beaucoup plus que cela. Ce que attendent les jeunes aujourd'hui, c'est beaucoup plus que cela. Ils attendent beaucoup plus de services à valeur ajoutée, ils attendent beaucoup plus d'aide à la décision, ils attendent beaucoup plus de produits typés par rapport à leur âge, par rapport à leurs besoins, des fois par rapport à leur couleur. On a vu des cartes de crédit aujourd'hui ou des cartes bancaires, il y a des cartes qui vont être produites sur des couleurs particulières. Vous pouvez mettre des cartes à l'effigie de votre société. Donc, on va aller très, très, très loin dans les besoins clients. Donc, le client, il est boulimique. Oui. Le client, il est boulimique. Maintenant, est-ce que je comprends qu'on va arriver à un certain moment où tous les services bancaires vont être designés, même je vois des concept stores à Berlin ou pour fabriquer des chaussures. Est-ce qu'on va arriver à la même chose avec la banque? En La fait, preuve, la preuve c'est que excusez-moi juste pour rebondir rapidement, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des opérateurs qui n'ont rien à voir avec la banque, qui offrent des services aujourd'hui de nature financière, mais selon un prisme qui n'est pas le prisme classique de la banque. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, quand on va on va quelque part travailler sur le besoin client selon un prisme nouveau, donc, et non pas le prisme de la banque classique. C'est ça que j'ai dit, il y a un shifting important qu'on est en train d'amorcer maintenant. Qui est-ce qui va gagner? C'est celui qui va prendre le shifting de manière appropriée et qui va aller accompagner cette boulimie de la demande client. effectivement, donc, Vous avez accompagné concrètement dans le développement de certains de ces services. Est-ce que vous voilà. pouvez nous donner des exemples concrets où le client était au centre vraiment de l'opération marketing, de conception même de ces produits-là? Effectivement, donc sur la place, nous, on accompagne un certain nombre de banques et dont justement une qui a permis aujourd'hui d'aller dans le sens de mettre le client au centre dans la mesure, elle a pu mettre des offres personnalisées, c'est-à-dire pour une catégorie de population, on parle des jeunes, de fonctionnaires, ou avec une composition d'offres qui est complètement personnalisable par rapport à la cible. Tout ça a été permis quand même parce que la technologie aujourd'hui permet de pouvoir affiner vraiment le besoin client et le segmenter. La technologie permet aussi aujourd'hui de faire des choses qu'avant, on ne le faisait pas. Et donc, avant, on était handicapé par la technologie, ce qui faisait qu'une banque a proposé le même service pratiquement sur l'ensemble de la couche de population. Maintenant, on va vraiment dans le sens de segmentation des offres, de personnalisation des offres. Et on peut faire même vraiment des personnalisations. Les capacités aujourd'hui de la banque avec qui on a travaillé ils peuvent carrément décider du jour du 8 mars, la journée de la femme, de la rendre gratuite les opérations pour les femmes ce jour-ci. Donc ça, c'est quelque chose qui va dans le sens de vraiment de mettre les clients au centre et de répondre avec des offres ciblées sur une catégorie de population. Avant, on n'avait pas ça. On avait un catalogue de services que tu viens consommer ouvrir un compte ou avoir une carte pour paiement, en fait. On achetait des moyens de paiement, mais on n'achetait pas une offre, en fait. Et l'offre, le principe, l'offre, elle est vraiment orientée besoin client et Mais projet justement, des clients. moi, ce qui serait intéressant aussi pour les participants, c'est de comprendre comment on conçoit des produits qui sont orientés vers le client. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a, par exemple, vous avez parlé de la journée du 8 mars, est-ce que la personne qui est dans le marketing ou
dans la conception du produit, va pouvoir puiser de la donnée, va exactement comprendre combien elle va pouvoir ramener de business dans cette opération-là et décider oui ou non elle va lancer ce genre d'opération. C'est-à-dire comment ça se passe concrètement dans la machine à l'intérieur. Comment les data, les données, comment on arrive à avoir ce niveau de précision dans le ciblage de l'offre. Ouais, si vous permettez, juste pour que j'apporte un complément par rapport à votre question, Cércène. Donc, aujourd'hui, chaque banque, elle a un profil. Un profil, je dirais, client. Elle a un profil client existant, mais elle a aussi un profil de client cible. D'accord. Donc aujourd'hui, il y a une segmentation de la clientèle et à partir du moment où il y a une segmentation de la clientèle, il y a une adéquation de l'offre au segment. Aujourd'hui, je donne l'exemple, on a eu sur le marché des offres pour les étudiants. Même si a priori l'étudiant n'est pas le premier client solvable de la banque, ce n'est pas le principal déposant, mais c'est le premier client que c'est l'objectif de la banque quelque part, d'initier sa relation, la bancarisation très jeune, avec, à un niveau de jeunesse quand même qui est assez intéressant. Donc aujourd'hui, on commence à devenir client de la banque dès qu'on a probablement dès qu'on a l'âge de 18 ans, même avant. Mais ceci dit, on continue d'être le client de la banque plus tard. Donc là, aujourd'hui, les banques ont été chercher les clients à un âge très jeune, dès la période, je dirais, de la vie estudiantine. Donc, de la même manière il y a une analyse du marché, il y a un ciblage d'un certain profil de client, il y a l'élaboration d'un package de produits qui permet de répondre un petit peu à la demande du client. On l'a vu sur l'étudiant, on a donné une carte gratuite, on lui a donné exonération sur les commissions, mais on lui a donné aussi une petite avance sur le compte de 500 dirhams, des choses comme ça. Donc là, on a profilé. Mais là, on est toujours dans le service classique. Moi, si j'ai bien compris, c'est que les services sont modulables selon une sous-catégorie. Ce n'est pas l'étudiant, c'est l'étudiant de Casablanca qui est, je ne sais pas moi, qui est dans une école privée ou Oui, publique. après, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit, après, on est en train de transporter aujourd'hui un certain nombre de services, on est en train de les améliorer, mais ce que je veux dire aujourd'hui, l'avenir, il va se dessiner sur les services à forte valeur ajoutée. Donc, C'est ça. quelle banque. Est-ce qu'on a aujourd'hui les capacités de le Je faire? donne, je donne un exemple que j'ai vu au Rwanda, par exemple. J'ai été quand même assez agréablement surpris du niveau de digitalisation des services. Un service qui a été lancé dernièrement, qui est un grand essor au Rwanda, c'est ce qu'ils appellent le Instant Small Credit Loans. Vous pluguez sur votre appli, vous demandez un crédit, un small loan, vous êtes un salarié, vous avez besoin de 200-300 $ pour boucler votre fin de mois. Automatiquement, vous êtes scoré et en 2 minutes, vous êtes crédité. Donc, et vous pouvez demander de 100 $ à 50% de votre salaire. Donc, c'est des choses aujourd'hui, peut-être aujourd'hui, qui ont été aujourd'hui révolutionnées quand même le monde du small loan dans sa configuration classique. Alors, si je dois compléter, si vous permettez, pour justement Vas-y, allez. Je reviens vers vous tout de suite. voilà, pour répondre à la question comment concrètement on a la capacité aujourd'hui de créer des offres et les personnaliser, je dirais que c'est plutôt beaucoup d'utilisation des données et capacité des outils aujourd'hui à permettre de paramétrage des règles au-delà de ce qu'on avait avant, des règles statiques. Je donne un exemple. En termes d'utilisation de données aujourd'hui, par exemple, il y avait la notion d'adresse client n'a jamais été utilisée. Pourtant, elle peut être source d'informations pertinentes. On peut savoir à partir du quartier quelle est la catégorie du client, catégorie sociale. Alors qu'avant, on se basait sur les soldes, les revenus, on essayait de calculer des moyens pour savoir vraiment la catégorie sociale du client. Et donc, cette mine on va dire, mine d'or de données permet au marketing aujourd'hui vraiment d'être sur le devant de la scène, de construire, de segmenter leurs clients, d'écouter le marché, de faire des études de marché pour voir quel service et ça peut être un service bancaire ou un service d'un partenaire,
peut correspondre à ce projet de vie. Après, la mécanique, c'est que, en fait, c'est un ensemble. C'est-à-dire qu'il y a le marketing qui va créer les offres et après, l'exécution et la souscription de ces offres-là, il va falloir avoir des machines intelligentes qui permettent, avec des règles d'éligibilité, par rapport au contexte client, de sortir la bonne offre au bon moment sur le bon canal. Et donc, toute cette mécanique aujourd'hui, elle est possible. Hein. Parce que c'est aussi un métier qui est réglementé, qu'il y a du risque, il y a un département de risque, etc. Il faut bien adapter que ça soit Dans les pas… règles, il y a des réglementaires, Voilà. il y a des règles commerciales et qui permettent Tout à fait. aujourd'hui vraiment… Il y a aussi un environnement concurrentiel qu'on ne peut pas tout faire. C'est pas, c'est-à-dire que c'est pas… On n'est Tout à pas fait, dans… tout à fait. Sersen, pour répondre à votre question par la modularité des services et qu'on propose aux clients, et aussi pour reprendre un peu les propos qui ont été tenus par CAL, etc. En effet, aujourd'hui, on a un certain nombre de données qui auparavant n'étaient pas du tout utilisées. Appelons un chat un chat. Aujourd'hui, toutes ces données-là, utilisées savamment, peuvent permettre aux banques de proposer des services, disons, mieux targetés et qui répondent de plus en plus aux besoins des clients. Prenons des exemples simples. Aujourd'hui, on sait typiquement que nos clients utilisent leurs moyens de paiement à hauteur de temps de leurs revenus pour des courses dans des supermarchés X ou Y. Rien ne nous empêche demain aussi de créer un écosystème global où il y a des relations win-win-win, à savoir la banque, le commerçant et le client. Donc, tous ces éléments-là et toutes ces datas-là qui peuvent être éventuellement utilisées doivent l'être aussi, et comme tu l'as dit à certains à juste titre, doit l'être dans un environnement verrouillé en respectant vraiment à la lettre, j'ai envie de dire, la stricte confidentialité des données personnelles. Donc, il y a les données, on ne peut pas tout en faire. Maintenant, évidemment aussi, le deuxième levier et le deuxième cheval de bataille que nous avons toutes les banques autant que nous sommes, c'est aussi éviter le churn. Donc, quand on a des données et des consommations ou des consommations en deçà de celles qu'on avait l'habitude d'avoir pour un client, il est forcé de constater et d'analyser ça sous l'angle de la fuite du client. Mais tout ceci, c'est pour ça que j'insiste et je reviens toujours peut-être à l'objet du débat qui est comment concilier le digital et l'humain. Je pense qu'on parle d'un projet de vie, on parle d'un besoin de client. Certains besoins peuvent être anticipés, voire même auxquels on peut répondre grâce aux données, mais je reste persuadé qu'in fine, pour des projets de vie, pour disons des besoins particuliers qu'on n'a pas l'habitude, qu'on n'a pas forcément toutes les semaines, comme payer par une carte, mais plutôt comme un crédit immobilier pour un accompagnement sur un investissement, tous ces éléments-là nécessitent bon ou mal an la présence d'un humain. Et que ce soit d'abord en digital, en présentiel ou en physique, là n'est pas le sujet, mais l'intervention de l'humain est importante. Et c'est là, disons, le changement, le shift qu'opère et que doivent opérer toutes les banques, en interne, d'un point de vue du rôle du collaborateur. Sur ce point-là, on va y revenir tout de suite. Juste avant ça, vous avez parlé de projet de vie, de parcours client, de nouveaux services, mais il y a aussi toute la structure réglementaire et institutionnelle. Si on revient par exemple à l'exemple du mobile banking, ce sont des solutions techniques qui existent depuis très longtemps, qui sont matures depuis très longtemps, mais qui jusqu'à présent tardent encore à prendre place complètement au Maroc. Vous avez dit que dès que que le OK a été donné, il y a eu un développement très rapide, mais pas suffisamment. Quels sont les prérequis institutionnels et réglementaires qui doivent encadrer le processus, notamment pour assurer la sécurité et engendrer la confiance, surtout quand on parle de data, on parle de parcours de vie, etc. Donc, c'est des choses qui peuvent être très intimes. Et aussi, il y a aussi tout un aspect culturel au Maroc. On a encore Mouchkara qui ne fait confiance à la banque que pour y déposer un sac d'argent. Donc comment ce shift s'accompagne par les institutions, par le cadre réglementaire, si Taha? Je pense aujourd'hui, vous avez parfaitement raison d'évoquer ce sujet, la digitalisation dans cette
je dirais, nouvelle expérience client, le client, il vient d'abord en confiance. S'il n'est pas en confiance, il va continuer à aller le réseau qui m'a avec son sac ou là avec ses billes ou ses billets ou ses chèques. Donc, la question de confiance, elle est importante. La réponse à cette question par les banques, c'est la sécurité. Je pense qu'aujourd'hui, énormément d'investissements ont été aujourd'hui réalisés pour le développement des solutions et des plateformes, mais avec cet investissement, il y a un lourd investissement en termes de sécurité des plateformes et des systèmes et des transactions et ainsi de suite. Sur le plan réglementaire et légal, je pense qu'on a un arsenal réglementaire et légal qui couvre proprement le sujet. On a toutes les exigences réglementaires de la Banque centrale, mais on a aussi les exigences légales aujourd'hui relatives à la sécurité et au traitement des données personnelles, donc tout ce qui concerne les exigences du CNDP. On a aujourd'hui même des exigences quand on va aller attaquer un marché européen du RGPD. On a aussi la directive aujourd'hui de la Direction générale de la sécurité des systèmes d'information, la DGSSI, qui a été érigée aujourd'hui pour justement gérer le risque de sécurité lié au système d'information de nature risque systémique aujourd'hui, donc qui est un organe aujourd'hui supérieur aujourd'hui dont le rôle est de monitorer le dispositif et de le contrôler. Donc, et si vous regardez un petit peu les exigences qui est transcrites dans sa directive, c'est des exigences lourdes en termes d'investissement dans la sécurité et dans les pratiques de sécurité. Je pense que tout ce qu'on a aussi sur Bank al-Maghrib, toute la réglementation qui concerne l'anti-blanchiment d'argent et financement des terrorismes, c'est aussi un arsenal juridique aujourd'hui quand même qui encadre. Je pense que si rien que ces textes-là aujourd'hui, ils offrent énormément de sécurité aujourd'hui pour que le client puisse aborder cette relation dématérialisée avec la banque en confiance. Sahi, dernièrement, on a entendu le wali de la Banque centrale appeler les parlementaires à légiférer concernant le mobile banking. Est-ce que ce qui est, comme je l'ai dit avant, c'est une technologie qui est déjà très mature et très développée. J'ai même entendu dire qu'on a 10 ans de retard par rapport à notre potentiel, par rapport à toutes les solutions techniques qui existaient déjà à l'époque. Est-ce que vous pensez que tous les prérequis institutionnels sont garantis pour le déploiement de ces nouvelles solutions? En tout cas, je pense que ce soit la Banque Maghreb, elle a été toujours assez réactive et agile dans le fait d'analyser, légiférer sur et réglementer ces choses-là. Typiquement, si on prend l'exemple de l'établissement de paiement, donc c'est la réglementation sortie en 2016 et qui a permis justement que toutes les banques puissent lancer leurs offres. Donc, les offres aujourd'hui sont disponibles. Il y a des services qui passent par ça, hein, tout ce qui est paiement de factures, tout ce qui est transfert. Maintenant, vraiment, l'objectif premier de cette nouvelle réglementation sur l'établissement de paiement, c'est bien évidemment l'inclusion financière, la généralisation, la réduction du cash et tout ça. Ça, c'est l'objectif, on va dire, le vrai target. Et c'est pour ça que l'Ouali Banque Maghreb, il pose vers ça. Ça nécessite quand même l'adhésion d'un certain nombre d'acteurs, hein, surtout les commerçants, hein, qui doivent, parce que ça sera vraiment généralisé le jour où on va dans l'épicier, on peut faire des cash-in et des cash-out au pays sont taxés avec son wallet. Là, la question, elle devient plutôt nationale. Et donc, il faut voir derrière ces réticences, exact. lever ces réticences. Et donc, c'est plutôt au niveau parlementaire que ça va se régler. Mais côté banque et côté régulateur bancaire, je pense que les choses ont été faites. Hein, et là, on est clairement dans l'élément humain. C'est une question culturelle, c'est l'alawi. C'est ça. Mais quand on parle du mobile, est-ce que sera un life changer sur l'écosystème financier au Maroc ou pas? Très certainement, quand
personne ne le sait. Pourquoi? Si on prend tout simplement l'exemple aujourd'hui d'un système qui existe depuis plusieurs décennies au Maroc, qui opère très bien, qui est le monde global de la monétique, il est forcé de constater aujourd'hui que sur 10 transactions, 9 sont de retrait. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Sen, Al Mouchkara, ainsi de suite, c'est exactement ça. On a encore ce besoin viscéral d'avoir un accès au cash. Et quand on dit aujourd'hui qu'on a un écosystème qui est prêt, qui est fonctionnel, qui est opérationnel depuis plusieurs années, et qu'on regarde et qu'on constate aujourd'hui que malgré tout, sur les cartes dont on dispose et qui sont utilisées, parce que toutes ne le sont pas malheureusement, même celles qui sont utilisées, on est à peine à une transaction sur 10 qui est une transaction de paiement. Je rejoins totalement ce qu'a dit Ali, c'est à un moment donné, il faut que ce soit que ça vienne d'en haut, entre guillemets, parce que c'est pas une histoire tout simplement d'outils technologiques disponibles, d'environnement, d'écosystème, c'est aussi disons, un changement culturel et une appropriation de ces éléments-là et de ces outils-là par la population, par les utilisateurs, que ce soit, comme vous l'avez dit, les commerçants principalement, parce que le déclic viendra de là. Le déclic viendra du fait que le commerçant puisse demain accepter un mobile ou accepter une carte. Mais d'un point de vue global, il y a un changement culturel qui s'opère, on le constate, lentement certainement, mais il est là. Il est là sur la population bancarisée, il est là sur cette population, comme l'a dit Setara, jeune, qui est très consommatrice d'outils à distance, de canaux digitaux. De là à généraliser tout ça sur l'intégralité du territoire et de la population marocaine, il n'y a qu'un pas qu'on doit tous prendre tous autant qu'on est. Et ça, c'est vraiment là où il y a ce déclic-là qu'on attend tous impatiemment. Sur le plan institutionnel. Pour l'anecdote, l'utilisation du paiement, si on prend l'exemple d'un pays comme la Chine, hein, bon, on n'est pas dans le même paramètre, même mesure, mais en tout cas, en termes on va dire de pénétration des paiements mobiles, ça a été assez rapide, mais parce qu'il y avait une volonté partout. Et jusqu'à que maintenant, même les mendiants, ils n'acceptent pas le cash. Hein. Donc, ils ont deux QR codes, soit Alipay, soit WeChat. Donc, ça, pour dire vraiment l'impact que ça peut faire ce genre on va dire, d'innovation Tout à fait. sur les comportements et de consommation au quotidien. Sérastane, comme vous avez posé la question sur le plan institutionnel, bon, je tiens juste à rappeler que la loi de finances 2020, la loi de finances rectificative 2020, avait introduit une disposition spécifique pour encourager les paiements mobiles, dans le sens où il y a un abattement de 25% de la base imposable correspondant au chiffre d'affaires réalisé par les personnes via ce mode de paiement. Donc, il y a aujourd'hui il y a eu une première, je dirais, initiative sur le plan institutionnel pour encourager les paiements mobiles, mais je pense que la réponse à cette problématique de lancement du mobile payment dans le sens large du terme n'est pas forcément liée à quelques incitations fiscales, mais elle est plus liée à un cadre global qu'il va falloir installer dans lequel, certes, la composante fiscale, elle est importante. C'est-à-dire le cadre global. Et quand on parle de cadre global aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, n'oublions pas qu'il n'y a pas uniquement je dirais, l'épicerie ou le commerçant qui va utiliser le terminal de paiement mobile, mais il y a aussi la culture du client, c'est-à-dire que les clients, ils doivent souscrire de manière massive à ce produit de moyens de paiement mobile. Après, les clients, ils vont exiger ça chez les commerçants. Donc, à un certain moment, il ne faut pas oublier qu'il y a une force du client qui doit devoir s'installer. Les principales réticences aujourd'hui, selon un certain nombre d'opérateurs économiques chez les commerçants, elles viennent principalement de deux composantes. Donc, la première composante qui reste purement fiscale et une deuxième composante qui concerne probablement quelques modalités de commissionnement. Donc, c'est pour ça que je dis il y a un cadre global dans lequel on doit trouver une incitation pour que les utilisateurs de ce compte de moyen de paiement puissent en faire recours de manière un peu plus fréquente et de l'autre côté, encourager les commerçants à adopter ce mode de paiement. Je pense que
dans chaque je dirais, projet, je dirais, national, on doit avoir un certain nombre de leaders qui doivent tirer vers le haut. Et après, il y a un certain nombre, un mouvement de masse qui doit s'installer probablement. Je pense que les grandes surfaces aujourd'hui doivent jouer le jeu dans le sens où il y a un certain nombre aujourd'hui Même si elles ne représentent que 15% du commerce national. mais je veux dire, elles vont l'idée tirer un petit peu pour que ce système-là puisse déjà se enclencher. En termes de volume, ça, les supermarchés, en termes de volume, ça représente énormément. Même si en termes de place, ça représente 15%, mais en termes de volume de paiement, c'est énorme. On va fermer un peu cet exemple spécifique qui est du mobile payment, qui est très intéressant, mais que peut-être qu'on peut aborder dans une autre conférence. Mais c'était important de voir cet exemple-là pour le cadre, pour mettre en évidence l'importance du cadre législatif et institutionnel. On va revenir aux transformations, justement, qu'impliquent ces innovations, etc. Monsieur Alaoui, tout à l'heure, vous vouliez parler de ce que ça implique en termes de ressources humaines. C'est qui le banquier de demain? Quel est son profil? Qu'est-ce que ça implique en termes de gymnastique de ressources humaines? Ces changements qui sont introduits maintenant, qui deviennent, comme vous dites, inéluctables en 2025, puisqu'on aura des smartphone natives. La plupart des gens auront grandi avec le smartphone, si on peut dire. Alors, j'ai eu du mal à saisir, je trouve qu'il y avait des lags sur la question. Quel est le profil du banquier de demain et comment les banques peuvent aujourd'hui s'adapter en termes de ressources humaines? C'est clair. Merci beaucoup pour cette question-là, parce que je reste, peut-être parce que je travaille dans la banque depuis plusieurs années, et donc du coup, pour moi, cette question-là est extrêmement primordiale. Quelle est la place du collaborateur de la banque dans cette transformation digitale? Alors, on a parlé tout à l'heure de beaucoup d'éléments, de beaucoup de sujets, que ce soit la big data ou l'intelligence artificielle, mais il y a un élément aussi qui vers sur la banque, qui a un impact sur le client, mais beaucoup plus un impact sur les process internes, qui est la robotique process automation, qui est la RPA. Donc, tout ce RPA qui, à terme, pourrait se substituer à l'humain dans des tâches redondantes, principalement de saisie. Et le rapport Gartner qui est apparu il y a quelques semaines me parle d'un chiffre d'affaires de 2 milliards de dollars en 2021 uniquement dans l'environnement bancaire et uniquement sur le RPA. Donc, il y a une transformation qui est en train de s'opérer dans notre façon de travailler au sein de la banque et qui fatalement va aussi impacter nos collaborateurs. Donc, aujourd'hui, s'il y a un changement majeur qui s'opère, il est vraiment sur le point où on va avoir à faire converger aujourd'hui les collaborateurs de la banque qui sont principalement caractérisés par des populations disparates et les faire converger vers ce que j'appellerais une sorte de conseiller polyvalent. Donc, c'est quelqu'un qui sera en mesure de parler aussi bien d'un projet de vie sur un crédit immobilier que des services de base de tenue de compte de carte, sur du conseil en patrimoine financier. Et parce qu'aujourd'hui, le client, de par les éléments et les outils dont il dispose, arrive avec un certain nombre d'informations qu'il a déjà emmagasinées grâce à tout ce qu'il a pu consulter, notamment sur les différents sites ou différents sites bancaires ou différents applis dont il dispose, et vient chercher vraiment ce petit plus qu'il doit trouver chez un conseiller bancaire qu'il n'arrive pas forcément à avoir lui-même. Et donc, aujourd'hui, s'il y a quelque chose qu'il faut souligner, c'est vraiment ce shift qu'on va avoir en termes de mission d'un collaborateur de la banque qui va vraiment aller vers quelque chose de très généraliste, un métier relativement généraliste, tout en ayant par ailleurs quelques métiers qui sont en train d'émerger, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur des sujets de compliance, sur des sujets de sécurité, des métiers qui sont en train d'émerger aujourd'hui dans la banque qu'on n'avait pas, versus des métiers qui existaient, qui doivent aller sur un volet un peu plus généraliste. Et donc, c'est là où, aujourd'hui, je pense qu'il y a un rôle d'accompagnement aussi de la banque des collaborateurs vers que ce soit des coachings individuels
aux collectifs qui doivent accompagner cette transformation et accompagner ce changement de métier du banquier. Moins de tâches redondantes, comme par exemple en les robotisant, mais plus de services personnalisés même si le client est virtuel, parce que pour moi, un service personnalisé, c'est une connaissance du client, c'est la confiance du client. Comment justement réussir dans les process des banques que ça puisse se faire, c'est-à-dire maintenir cette proximité avec le client tout en ayant une relation de plus en plus virtuelle à distance, Tout à fait. on va dire. Tout à fait. Alors, il va évidemment qu'elle soit… Ah, pardon. Oui, enfin, problème. Mais, donc, je complète un peu ce que disait Amine tout à l'heure donc sur le rôle des banquiers. Et je dirais que en fait, le rôle des banquiers va revenir au vrai rôle du banquier parce que le banquier, c'est de base, c'est quelqu'un qui conseille le client et qui l'écoute sur ses projets et le guide sur l'aspect financier. Comment ça aujourd'hui, on va dire ce rôle-là, il a un peu été oublié où le banquier en agence, par exemple, s'est transformé en exécuteur d'opérations. Donc aujourd'hui, avec la technologie, avec on va dire la généralisation des canaux en ligne, en fait, il faut repenser le rôle. Il faut repenser le rôle, le recentrer plus sur de l'expertise, sur des conseils. Et de toute façon, les marketing le savent. Hein. Les marketeurs, ils savent qu'un client, il a plus d'appétit à consommer des services, financiers ou non. Il a appétit à avoir des conseils lors des projets de moment de vie. Il a un achat de biens, est en train de préparer sa retraite ou fait un placement ou un investissement, ses enfants qui partent à l'étranger. Dans ces moments-là, le rôle du banquier en tant que conseiller expert et pourquoi pas, et je pense que c'est le rôle premier, c'est agent de confiance pour justement accompagner le client et le guider. Et bien sûr, toutes les opérations à moins de valeur ajoutée, bah, ça, il faut donner, faut répondre aux exigences clients que le client le fasse chez lui ou à n'importe quel moment. Maintenant, tout ça, qu'est-ce que pèse ça implique en termes voilà. de déperdition, de changement de profil Alors, donc, du coup, ça, en fait, dans le milieu voilà. de la banque? Et qui dit ça, dit aussi quels impacts sur les coûts d'exploitation qui sont même réglementés quelque part par la Banque centrale. Oui, non, mais en tout cas, de toute façon, la banque ne peut être que gagnante hein, en allant vers ce profil-là. Hein. Ça veut dire qu'on automatise au maximum des services et les besoins quotidiens de ces ports. Il n'y a pas beaucoup de valeur ajoutée. Et laisser plus de conseils et aller au-delà dans l'écosystème du client, dans les partenaires, pour pouvoir vraiment répondre on va dire, au projet du client. Et ça nécessite quand même de repenser un peu, que ce soit en termes de mindset du conseiller, c'est-à-dire qu'il doit avoir quand même un peu de culturation digitale. Il ne faut pas qu'un client il se retrouve avec une rupture entre ce qu'il voit sur les canaux et lorsqu'il arrive à l'agence, on va dire, reste à l'ancien. Donc, c'est ce qu'aujourd'hui, on voit aussi, heureusement, hein, toutes les banques marocaines et lancent des projets d'agence de futur ou de smart agence. Et ça va dans ce sens-là, en fait. C'est repenser le lieu de travail, repenser les rôles, créer plus d'expertise, de proximité. Et bon, enfin, donc heureusement que vraiment sa tendance aujourd'hui est bien respectée. On voit bien que c'est une réaction des banques à cette nouvelle dynamique qu'on vient de citer. Si je peux Oui. apporter un complément juste au propos de CLI et CMIN, en fait, aujourd'hui, l'employé de banque de demain, c'est un employé connecté, comme le consommateur. Aujourd'hui, quand vous regardez des partages sur les réseaux sociaux, dès que vous partagez, vous pouvez recevoir une centaine de réactions à la minute. D'accord. Par conséquent, aujourd'hui, à partir du moment où tout l'aspect processing est pris en charge par le système d'information de la banque, donc, on a besoin principalement de fonctions front, donc de gens qui sont au front de la relation client, mais de manière digitalisée, qui vont être beaucoup plus réactifs aux besoins du client. Je pense que même cette réactivité, elle pourra dans une certaine mesure être prise en charge par le RPA, par un certain nombre d'automates, mais on aura toujours besoin d'avoir
un humain derrière la machine, un humain qui est capable d'analyser, capable de réagir rapidement, de pouvoir orienter des offres, réorienter des offres, mais c'est surtout avoir un répondant rapide du client. Je vous donne un exemple aujourd'hui sur un certain nombre sur d'autres systèmes, mais c'est aussi déployé dans les banques. Aujourd'hui, vous avez l'assistant virtuel à partir du moment où vous rentrez sur une plateforme ou sur une appli web. Dès que vous faites une transaction 2 fois et que vous n'arrivez pas à aboutir, vous avez l'assistant virtuel qui va directement venir vers vous, vous envoyer un message. Est-ce que vous voulez utiliser la fonction virement? Est-ce que vous voulez utiliser tel autre? Donc là, on a de l'assistant, je dirais, dématérialisé qui s'installe hein, pour les fonctions primaires, mais je dirais pour les fonctions de valeur ajoutée, on aura toujours besoin je dirais, d'un employé de banque, d'un cadre aujourd'hui qui est capable de pouvoir réagir dans la valeur ajoutée. J'entends bien, mais ça engendre des changements structurels dans Effectivement. les banques. C'est-à-dire quel impact ce changement-là implique sur l'organisation de tout le process bancaire, de la prise de décision marketing jusqu'à son corollaire risque, jusqu'à son implication RH, etc. Comment la banque, si Amine, je pense que vous êtes concrètement OGS, je pense que c'est justement ça. C'est vous distribuez, vous vendez vos services à tout le groupe. Comment les banques s'organisent aujourd'hui pour accompagner ce shift qui se passe d'abord au niveau de la donnée qui est mieux exploitée pour donner de nouveaux produits, mais qui a des implications sur tout le métier bancaire finalement. Comment les banques Oui, s'organisent aujourd'hui? tout à fait. Enfin, vous l'avez dit, et c'est pas pour galvauder des termes précédemment utilisés, loin s'en faut. Mais c'est vrai que d'un côté, vous avez, on va parler de la donnée au sens large, sans parler de big data, mais de la donnée au sens large. On va parler de l'intelligence artificielle à la fois à la disponibilité, à la disposition du client, mais aussi à la disposition du collaborateur. Ça d'un côté. Donc, et de l'autre, vous allez avoir vraiment tout ce qui est dédié aux collaborateurs et l'évolution de la banque pour plus de rapidité, une meilleure justesse, accuracy des réponses qu'on donne aux clients et surtout pour disons, une efficacité opérationnelle que tout le monde recherche. Parce que vous avez dit tout à l'heure, je vous renvoie vers votre question sur les offres marketing, comment on les adopte, comment on va mieux cibler nos clients en fonction de leurs besoins. Mais enfin, on va parler de manière très franche. Avant tout, on est aussi dans une logique de PNL in fine. Donc, le PNL, qu'est-ce qu'il entend? Qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend évidemment un service qu'on rend à un client, moyennant un revenu, mais aussi des charges de l'autre côté qu'on cherche aussi constamment à maîtriser. Et c'est vrai que tous ces éléments de technologie, d'innovation, et on en parlait des RPA, a pour but justement d'améliorer l'efficacité opérationnelle de l'intégralité des collaborateurs d'une banque et surtout de réorienter les collaborateurs qui étaient, disons, assujettis à des tâches sans réelle valeur ajoutée vers un métier qui est beaucoup plus orienté dans le conseil et qui est beaucoup plus orienté dans l'accompagnement du client. Et ça c'est à la fois de l'outil, du process et de l'humain. Et donc, c'est vraiment ces trois piliers-là qui sont, et ce n'est pas forcément dans l'ordre, hein, en fonction des sujets, l'humain va passer avant l'outil, dans d'autres, c'est le process qui va passer avant les deux autres, mais c'est vraiment les trois chevilles ouvrières de cette évolution technologique qu'on nous avons amorcée pour à la fois accompagner nos clients, mais aussi nos collaborateurs dans cette évolution et cette révolution industrielle numérique. Et si ça arrive justement, la même question, mais plus concrètement, c'est-à-dire comment vont s'organiser aujourd'hui les process bancaires, comment va se transformer la machine, comment est en train de se transformer la machine banque de l'intérieur? Alors, de l'intérieur, donc ce qu'on voit vraiment sur un axe organisationnel, hein, c'est que ce qu'on voit, c'est aujourd'hui des démarches, ce qu'on appelle des co-design, c'est-à-dire que on essaye c'est plus la décision, le design d'une solution, d'un process vient d'en haut et ça descend vers le bas. C'est plutôt la faire participer l'ensemble des acteurs dans un process. Et donc, qui peut mieux parler des parcours clients si ce n'est que le conseiller d'agence, enfin, qui lui, il le vit au quotidien. Et donc, nous, on pousse en tout cas pour les banques en conseil,
que dans sa démarche de design de solutions et de process, il faut que le marketing, l'IT et les utilisateurs finaux participent. Maintenant aussi, ça pousse quand même à la banque, par rapport à la transformation de ressources humaines, à inculquer la culture de digital quand même aux conseillers. Donc, il y a une conduite de changement à faire. Mais pas jeunifier sur l'outil, mais c'est plutôt sur le mindset. C'est-à-dire que on voit bien aujourd'hui de la digitalisation, le mindset, c'est plutôt le droit à l'erreur, la prise d'initiative, toutes les idées sont bonnes. Et donc, ça, c'est très important. Et il faut que le client le ressent. Nous, sur une expérience d'une banque de la place, lorsqu'ils ont déployé leur outils digitaux, ils avaient objectivé les conseillers lorsque le client vient faire un virement en agence, de ne pas faire le virement sur le poste de travail du conseiller, mais de le faire avec lui sur son smartphone, comme ça que le client puisse le faire la prochaine fois. Et donc, ça permet de généraliser, de diffuser plus largement l'usage de ces canaux digitaux. Et donc, le rôle du conseiller il est important. Il faut qu'il comprenne, qu'il a ce mindset-là pour dire, voilà, il y a des choses où il y a moins de valeur ajoutée. C'est pas la peine c'est pas mon rôle de le faire. Moi, je m'en compte, c'est mon rôle de banquier. Et sa transformation RH, elle est importante en fait. Et ça passe justement par des démarches de travail de type co-design. Ça passe par des formations e-learning avec des techniques de gamification. Ce qu'on utilise, nous, ça apporte beaucoup on va dire, de résultats vraiment assez intéressants. Si tu C'est permets, vrai que, Aziz, juste pour rebondir, c'est pas grave, et non, pour rebondir sur ce que disait Ali, parce que c'est un point très important. En effet, le facteur clé de succès de cette transformation au sein de la banque, c'est vraiment le fait d'onboarder ses conseillers dès le début. Parce que, comme vous le dites à juste titre, c'est vraiment eux qui connaissent le client mieux que quiconque, qui connaissent le parcours client mieux que quiconque. Et donc, le fait de les onboarder aussi permet d'en faire les meilleurs ambassadeurs de ces évolutions technologiques auprès de nos clients. C'est Firdaus, justement, je voulais juste préciser avec vous un peu plus. Est-ce que ça coûte plus que ça rapporte, ce processus finalement? Est-ce que les banques sont emportées dans une vague? Est-ce que ça va leur coûter de l'argent, que ce soit en système d'information, en termes de sécurisation, en termes de formation? Est-ce que les gains en termes de ressources humaines vont compenser? C'est-à-dire en termes de coûts, en termes de coûts d'exploitation de la banque, est-ce que cette dynamique d'innovation et de changement de paradigme est coûteuse ou va rapporter du business? Alors, pour répondre directement à votre question, aujourd'hui, on a un changement de la chaîne de valeur. Et aujourd'hui, la chaîne de valeur de demain ou d'aujourd'hui, on va dire pour les banques qui ont entamé cette transformation, elle est portée par le digital marketing, elle est portée par la partie technologie et elle est aussi portée par toutes les fonctions de contrôle. Donc, on va avoir ces trois points qui vont être les points névralgiques de cette chaîne de valeur. Je pense qu'en termes de coûts, il y a des investissements importants qui doivent être apportés par les banques sur tous les aspects de technologie, parce qu'on est en train d'entamer un changement, il y a une distribution dans la chaîne de valeur, et par conséquent, il y a des investissements qu'il va falloir porter en matière de systèmes d'information et de technologie et de sécurité. Heureusement qu'il y a un certain nombre d'éditeurs aujourd'hui qui accompagnent ce changement-là. Ça veut dire que quelque part, ce que vous avez, il reste valable, mais on va rajouter des couches supplémentaires. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, ça, c'est des choses qui permettent d'optimiser l'investissement, mais l'investissement, il est là, il est présent, il est important. Maintenant, en termes le coût, le deuxième coût, il concerne la composante ressources humaines. Et là, on va différencier entre les banques. Il y en a qui vont aborder proprement cette transformation, qui l'ont déjà abordée, qui l'ont déjà enclenchée à travers la conversion des profils, à travers la formation. Et par conséquent, le coût de transformation RH va être de moindre mesure que les banques qui ont abordé tardivement ce point d'inflexion. Et
le troisième point de la rentabilité, c'est le client hein. Aujourd'hui, plus les clients s'inscrivent dans le cadre de cette expérience digitalisée, plus la banque aura plus de chiffre d'affaires à travers ce canal-là, plus elle pourra rentabiliser ses investissements. Et in fine, il faut savoir que le coût de la transaction, il reste quand même nettement inférieur à celui qu'on a eu dans le réseau classique. Donc, par conséquent, je pense que dans ce processus de changement vers la digitalisation, tout le monde est gagnant. Le Vous client avez est dit gagnant, nettement inférieur, c'est-à-dire le coût de transaction. C'est-à-dire nettement il est inférieur. inférieur de 30%, de 50%, Ah, de... mais quand je dis nettement inférieur, imaginez une agence avec un loyer, avec du personnel, avec du marketing, avec du design, avec des frais de structure. Bon, ça n'a rien à voir avec une transaction que vous allez faire sur un canal digitalisé sur lequel vous avez une machine qui traite 1 million comme elle peut traiter 10 millions. Donc, c'est à peu près pour avoir une idée. Je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est nettement inférieur hein, c'est quand même un écart très, très, très important dans lequel le client se retrouve parce qu'il doit avoir une baisse de son coût de service financier, ça c'est important, et dans lequel aussi la banque doit se retrouver parce qu'elle aura quand même en termes de masse d'opérations, de nouveaux clients et de variété de services, la manière avec laquelle elle peut capter un peu plus de chiffre d'affaires. C'est Amin Alaoui. Ouais. En complément, il y a quelque chose qui est très important parce que quelque chose de très important à signaler, parce que indépendamment du coût, comme disait Stara, hein, du coût de loyer de l'agence ou de l'immobilisation de l'agence et des frais inhérents à l'activité d'une agence, je pense que même dans le cadre où on part du principe que l'agence physique restera là à coût égal, il ne faut pas oublier qu'on libère du temps commercial pour les collaborateurs. Donc ça aussi, c'est un revenu supplémentaire qu'on peut éventuellement transformer en revenu financier qu'il faut intégrer comme retour sur investissement parce qu'au-delà du fait de transmettre aux clients la possibilité de gérer ses opérations courantes tout seul, la vraie valeur ajoutée pour la banque, c'est vraiment la libération du temps commercial pour l'intégralité des collaborateurs. Mais Au lieu d'aller de faire un virement. la libération du temps commercial pour quoi faire s'il n'y a personne dans les agences? Non, justement. Si je dois ajouter un peu ce que disait Siamine, c'est quelque chose. Non, mais attendez, non, c'est là où on dit, c'est pas qu'il est en agence pour faire la queue, justement parce que les agences. Allô? Oui, oui, oui. J'entends. Oui, je disais aujourd'hui, beaucoup de personnes ne vont pas en agence justement parce qu'il y a la queue dans les agences pour des opérations courantes. Demain, quand les agences seront libérées de ces opérations, entre guillemets, de tous les jours, qui s'appellent un dépôt d'espèces, un retrait d'espèces, un virement, là, la personne qui se dirigera vers l'agence se dirigera vraiment pour un besoin particulier ou pour lequel elle a vraiment besoin d'un accompagnement et d'un conseil de la part des collaborateurs. On est Et d'accord. c'est vraiment ça, ce shift-là qui est important. C'est-à-dire qu'on part d'entre guillemets d'opérations vraiment sans aucune valeur ajoutée vers du conseil et de l'accompagnement de nos clients. D'accord. En tout cas, ça a ouvert beaucoup d'horizons et c'est une affaire de win-win entre le client et la banque en termes de Tout à rentabilité fait. d'investissement. Nous, ce qu'on avait observé, hein, et je pense que ça a été beaucoup constaté sur le Maroc, c'est que dans les années 80-90, une agence tournait parfois de 5 à 7 personnes. Et, du fait que les systèmes n'étaient pas centralisés, il y avait une fonction back-office dans l'agence, il y avait de l'arrière-guichet, il y avait un conseiller, il y avait un directeur d'agence. Donc, c'était vraiment on va dire une mini-banque dans une banque et ça induit des charges quand même assez importantes. Ça, c'est un frein aussi au développement de réseau. Et le chargé de clientèle faisait des tâches qui n'étaient pas forcément des tâches de banquier. Il y en avait dans certaines banques, dans les anciens systèmes, où en agence, on faisait les sauvegardes, c'est-à-dire il faisait un travail d'informaticien. Et donc, heureusement que ces transformations ont été opérées, la technologie est maintenant mature, ça permet comme disait Siamine, de dégager du temps et même d'optimiser, on va dire, le fonctionnement d'agence. Et même, il faut se poser la question aussi lorsque une banque qui veut se développer sur une région où elle n'était pas présente, ça donne plus de possibilités à la banque maintenant de maîtriser ses coûts et de choisir ses investissements
en alliant entre les canaux digitaux et l'étude d'opportunité de placer une agence dans une région ou non. Et donc, c'est vraiment aujourd'hui, c'est une optimisation déjà apparente du coût de développement de réseau, chose qui nécessite quand même beaucoup d'investissement, hein, le développement de réseau. Et surtout lorsqu'une agence, on ouvre une agence Tout à qui n'est fait. pas forcément opérationnelle ou qui n'est pas rentable Tout à fait. plusieurs années. Tout à fait. Donc ça, c'est voilà, c'est le côté vraiment retour. Retour sur investissement. D'accord. On peut passer, on peut prendre quelques minutes pour repasser en revue les différentes questions qui ont été posées par les participants au webinaire. Je vois une première question ici qui revient sur le cadre législatif et réglementaire. Est-ce que légiférer le lancement des banques virtuelles est devenu une nécessité aujourd'hui au vu du temps qu'on vit post-mid-Covid-19 et comment l'accompagner en technologie? S'il y a un volontaire pour la question. Sur les banques virtuelles. J'ai un avis, alors, enfin, ça reste Est-ce qu'il mon faut avis. légiférer pour ça? Enfin, moi, il n'y a pas besoin, je pense que il y a pas, au Maroc, il n'y a pas besoin d'avoir une banque 100% digitale, hein. Enfin, bon, la pandémie, c'est contextuel et je pense que j'espère que ça ne va pas durer. Mais en tout cas, J'espère. et le vrai modèle qui va fonctionner pour un certain nombre de temps, c'est ce qu'on appelle la banque digitale. C'est-à-dire il y a une partie Tout à fait. physique, on vient de dire, une partie digitale pour vraiment répondre aux exigences du client. Mais une banque 100% digitale, moi, ça me paraît quand même, il n'y a même pas besoin, c'est-à-dire même économiquement, euh, ce n'est pas forcément fiable parce que les mêmes services qu'elle va proposer seront déjà proposés dans la partie digitale de la banque. Mhm. Je confirme et je suis complètement d'accord avec Ali parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est plutôt dans une phase où on devrait accompagner cette transformation des clients plutôt que vers aller faire un saut monstrueux technologique au risque de ne pas retrouver en face, disons, l'appétit nécessaire et le nombre de clients nécessaires pour faire tourner une banque de ce type. Il est clair qu'aujourd'hui, la banque physique, euh, au sens tel qu'on l'entend au sens ancien du terme, reste indispensable, mais comme disait Ali, on est plutôt sur un modèle digital que sur un modèle 100% digital. Si je peux juste nuancer un petit peu les propos, hein, moi je vais être un petit peu intervenir pour nuancer un peu le propos. Je pense qu'aujourd'hui, je donne toujours l'exemple, je vais vous donner l'exemple de mon fils. Mon fils n'a jamais vu la cassette. Donc, quand tu lui montres une cassette, ben, il ne sait pas ce que c'est. Lui, il est direct tablette, il est né tablette, donc il est plus, je dirais, il se trouve plus en confiance par rapport à cette technologie-là. Et puis tout ce qui est passé dans le passé, bon, ça ne le regarde pas particulièrement, c'est juste peut-être pour lui de la culture générale. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'on est dans un marché qui est de culture physique, réseau physique. Donc là, on est en train d'entamer une transformation. Et si vous regardez le gros de la clientèle, c'est une clientèle qui a vécu dans le réseau physique. Donc, par conséquent, il faut qu'elle vive son détachement et qu'elle puisse aller progressivement ou rapidement en fonction des cultures vers la banque digitale. Avoir aujourd'hui une banque connectée à 100%, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose à exclure, mais c'est quelque chose qu'il va falloir plus voir dans l'avenir. Quand on regarde des marchés semblables un petit peu qui se rapprochent du Maroc dans la même culture aujourd'hui, si je prends le cas de la France aujourd'hui, les banques connectées aujourd'hui, elles ne sont pas forcément les plus rentables. Pour vous dire aujourd'hui, même si on prend un marché, je dirais qu'on est suffisamment mature en termes de pratiques bancaires que le marché français, mais regardez aussi, la banque connectée n'est pas rentable, donc elle a subi énormément de pertes sur ses premières années d'exercice. Elle ne voit pas forcément le bout de retour sur son investissement. Exactement. Par contre, si vous positionnez ce modèle-là de banque connectée dans des pays qui ont démarré la bancarisation directe avec le digital, mettez ça dans le Nigeria, par exemple, tout le monde va vous dire on est preneur. Donc, je pense que ce n'est pas quelque chose à faire, c'est pas quelque chose sur lequel il va falloir fermer la porte forcément, mais il faut la laisser entrouverte. Je pense que la banque connectée, c'est la banque de nos enfants aujourd'hui, c'est la génération Z aujourd'hui et celle qui va suivre et qui vont probablement être du 100% connectés. Mais nous,
le gros de la clientèle bancaire d'aujourd'hui. On est en train d'entamer le changement et la disruption et par conséquent, je rejoins ce qu'a dit si Ali et si Emin, on est dans le physique digital, quoi. Être on est de. Oui, bon, on a une banque qui prétend, ou bien en tout cas qui défend ce modèle-là. On attend de voir un peu comment ça évolue. Sachant que justement, d'après ce qu'on m'a dit, l'étude qui a été faite à la base, c'était justement pour tester ce modèle, mais justement pour des contraintes réglementaires, des contraintes aussi de marché. L'idée a été de partir sur autre chose. J'ai une autre question qui rejoint un peu celle-là, en fait, qui prend le contre-pied. Comment expliquer que malgré le digital et tous les efforts faits par les banques, les guichets sont toujours pleins et les clients se présentent physiquement aux agences pour traiter des opérations? Si, Alaoui, puisque c'est exactement l'exemple que vous avez donné. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, quand vous allez avoir, nous avons au Maroc une consommation de la banque très particulière et très liée au cash, malgré tous les efforts que l'on fournit. Je vous donne des exemples. Aujourd'hui, quand vous prenez la période du 30, du 1er et du 2, donc la fin du mois, de chaque mois, on a des consommations sur nos ATM nos ATM et sur nos agences qui sont de 30 à 50% supérieures à celles qu'on observe durant le mois. Qu'est-ce que cela va concrètement dire? C'est-à-dire que les gens continuent, pour une majorité de nos clients, les gens continuent à retirer l'intégralité de leur salaire au début du mois. Donc, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au ratio paiement-retrait sur nos cartes. Il faut garder en tête, c'est un constat. Le nier serait une erreur. La solution qui a été avancée tout à l'heure, c'est de démocratiser le mobile payment, par exemple. Pourquoi pas démocratiser le mobile payment, obliger des paiements dématérialisés, non pas par cash, sur des points de vente conséquents, aller targeter un certain nombre de commerçants. Tant qu'il y a ce shift qui n'est pas encore fait du moyen du cash, au sens moyen scriptural du terme, vers un moyen de paiement, on tournera toujours, on bouclera entre guillemets. Et vous aurez toujours ce sujet-là qui, en fin de mois, début de mois, dès que interminable en agence pour les gens qui viennent soit déposer leurs revenus, soit retirer leur salaire. Et ça, c'est des constats. Il faut en être conscient. Il y a trois parties prenantes dans cette histoire. Donc, la banque, je pense qu'elle a fait on va dire son devoir pour proposer justement que le client migre. Donc, après, il y a le client. Le client, il a un certain nombre de comportements. Ça dépend des catégories, ça dépend des exigences qu'il a mis. Et ça prend du temps pour que ça change en termes de mentalité parce que nous, on est toujours focalisé sur les retraits et versements, mais il y a aussi beaucoup d'opérations. Et après, il y a le troisième acteur qui est le commerçant ou le fournisseur, l'autre fournisseur des services de la population. Celui-ci, s'il ne migre pas, il ne commence pas à proposer des services de paiement dématérialisés, on a beau à faire des wallets, le client, lorsqu'il va consommer le service de ce marchand, il sera obligé de sortir les cash. Donc, en fait, il faut vraiment que le trio puisse migrer vers cette digitalisation ou cette dématérialisation des moyens de paiement. Je tiens juste à compléter. Je ne sais pas si vous avez regardé les statistiques de la masse monétaire, mais on en a parlé au début de la crise Covid-19, une explosion de la masse monétaire fiduciaire. Donc, on a dépassé les 20 milliards de dirhams de masse monétaire fiduciaire, donc quelque chose qui est quand même, et je pense que c'est des chiffres qui ont continué à augmenter durant les mois qui ont suivi. Donc, à partir du moment où on est à ce niveau de proportion de la masse monétaire, on est dans un sujet macroéconomique, honnêtement. On n'est plus dans un sujet de service. En fait, sur le Covid, c'était un peu exceptionnel. Oui, il y a l'effet exceptionnel. Certes, il y a l'effet exceptionnel, mais je veux dire aujourd'hui, lorsqu'on regarde les niveaux auxquels atteint par la masse monétaire,
en excluant les effets Covid, quand même, c'est une masse monétaire fiduciaire qui est même suffisamment importante pour dire qu'aujourd'hui, la banque seule ne peut pas répondre à ce challenge. C'est pour ça que je trouve pertinente l'angle d'attaque de Rasmussen, d'attaquer le sujet sur le plan institutionnel. Donc aujourd'hui, et quand le Wali de Bank el-Maghrib rappelle les institutionnels par rapport à ce sujet-là, c'est que la réponse ne devrait être probablement que institutionnelle. Donc, les banques, aujourd'hui, elles sont en train d'investir, elles sont en train de mettre en place les plateformes, les services financiers qui portent les services de mobile payment et ainsi de suite, mais quand même, on a besoin à un certain moment d'avoir un souffle institutionnel qui permet d'installer une tendance sur le marché et qui permet de répondre de manière je dirais, cruciale à cette question d'élargissement du volume de la monnaie fiduciaire au Maroc. Nous sommes totalement en phase. On reste toujours. Totalement en phase parce que vous parlez d'un élément exceptionnel qui est au Covid. Enfin, exceptionnel certes, mais pas nouveau. Hein. Il n'a fait qu'amplifier, la pandémie n'a fait qu'amplifier des choses qui existaient déjà. La Banque centrale a alerté depuis, je pense, 2 ou 3 ans. Elle fait des alertes assez récurrentes sur la montée de la circulation fiduciaire. Et l'effet Covid n'a fait que remonter ça à la tête des remarques, des observations. Mais moi, je suis très, très régulièrement les déclarations de la Banque centrale, les rapports, etc. Et effectivement, il y a une explosion de la circulation fiduciaire depuis quelques années. Donc, c'est vraiment un challenge pour l'économie marocaine. Aussi, cette question de bancarisation, l'inclusion financière et tout ça, c'est sur la place aujourd'hui. Mais est-ce que, en fait, la question qui va rester ouverte, est-ce que c'est une solution institutionnelle, est-ce que c'est une solution technologique ou c'est une éducation financière qui doit être instaurée sur le long terme, probablement les trois à la fois. Mais je pense qu'on ne va pas rentrer là, dans cette discussion aujourd'hui. Pour revenir. Comment ? Il y a les trois. Oui. Clairement. Il y a une question pour revenir à l'histoire des ressources humaines qui bien sûr, qui remonte, qui est claire. C'est quel est l'effet de la digitalisation bancaire sur le niveau général des emplois? Est-ce qu'on va rentrer dans une spirale de destruction créatrice qui va prendre un temps énorme? Non, ça, bon, pour le coup, pour moi, je suis assez, disons, même très optimiste par rapport à la chose. Je redis ce que j'ai dit en tout début. Quand l'ère industrielle est arrivée, tout le monde pensait qu'on allait perdre des emplois dans le milieu agricole, dans le domaine agricole et artisanal. On s'est retrouvé à un switch de l'emploi vers l'industrie, l'industrie initialement qui était l'industrie mécanique, de vapeur et de charbon. Aujourd'hui, on est vraiment dans la même. On les mines, exactement, le charbon, l'école mine, exactement. Et donc, aujourd'hui, pour moi, c'est la même transformation qui s'opère. Il y a, comme je vous ai dit, il y a de nouveaux métiers qui vont commencer à voir le jour. Il y a aussi un accompagnement parce que dans la banque digitale, il y a le mot banque d'abord. Donc, in fine, les compétences bancaires qu'ont nos collaborateurs seront toujours demandées, on en aura toujours besoin. Donc, il y a vraiment, c'est plutôt un shift dans la façon de travailler plutôt que dans le besoin en concret en termes de RH. Et donc, il y a forcément des nouveaux métiers qui émergent, dans la big data, des data analysts. Il y a des nouveaux métiers qui émergent dans l'intelligence artificielle. Mais cela ne se fait pas au détriment des métiers existants et classiques de la banque qui, eux, doivent évoluer pour épouser ces outils et ces méthodes digitales. Donc, pas de destruction d'emplois, plutôt de la reconversion, selon vous? Pour moi, oui, clairement. Et s'il y a destruction d'emplois, elle n'est pas liée à la digitalisation, elle est plutôt liée à des effets économiques, comme on peut le voir aujourd'hui sur plein d'autres industries et plein d'autres domaines au niveau de l'économie marocaine. C'est Sahi, vous partagez la même opinion? J'essaie de remonter un peu dans l'histoire et en fait, le progrès technologique a toujours des réticences, il y a des emplois qui disparaissent, mais heureusement, il y en a d'autres qui apparaissent. Hein. Tout le monde allait dans l'histoire lorsque la révolution industrielle est arrivée et les ouvriers en Angleterre des machines de tissage et tout ça qui ont rejeté et donc finalement la machine a pris leur place, mais ça a empêché qu'il y avait d'autres fonctions de techniciens de maintenance.
Les Moi, assumptions. j'ai l'impression que c'est Alaoui est en train de défendre ses robots. Mais l'assumption, Pardon? Que vous êtes en train de défendre les robots. et donc, je dirais que voilà, il Ah y a ouais. des fonctions qui vont disparaître. Alors, ça c'est jamais brutal, hein, mais il y en a d'autres qui vont apparaître. C'est le Tout à progrès. fait. Ça, hein. C'est Et Firdaus. c'est là où je disais Bon, Vas-y, c'est ça. je pense que la digitalisation dont on est en train de parler aujourd'hui, donc nous, chez nous, c'est une digitalisation qui est amorcée, mais bon, je pense que ce qui arrive est beaucoup plus important que la digitalisation. Aujourd'hui, on a des sujets de dérégulation des systèmes, on a du open banking, on a de la crypto-monnaie. C'est des choses qui sont vraiment disruptives et qui pourraient remettre en cause les paradigmes sur lesquels on est installé aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, dans la digitalisation, on continue à être dans le paradigme classique. Mais là, on a vraiment des menaces qui viennent sur les secteurs, le secteur dans sa globalité. C'est vrai on reste dans un marché régulé marocain avec une forte présence de la Banque centrale, mais je pense aujourd'hui la menace, elle vient de la C'est technologie aussi sur, sur, une approche sur, sociale qui est assez sur, prononcée. sur le C'est-à-dire cloud. et même en entendant que ce soit les dirigeants de banque ou que ce soit même la Banque centrale, cette notion même, peut-être qu'il y a même un ralentissement de la dynamique pour maintenir les emplois au maximum, etc. Il n'y a pas une question d'emploi aussi, il y a aussi une question de souveraineté, hein. La banque, c'est une Aussi, entreprise particulière dans la mesure où c'est elle qui irrigue l'économie et qui peut créer des problèmes d'inflation. Et donc, donner ça à des acteurs externes, c'est quand même assez alors risqué. aujourd'hui, ce que je disais, c'est qu'effectivement, au Maroc, on a un dispositif légal et réglementaire qui permet quand même d'être un filtre pour les différentes menaces. Mais je veux dire, la révolution, vous ne pouvez pas la changer, vous ne pouvez pas vous mettre dos à une évolution de la technologie et des services qui seront épousés, par exemple, par les humains, je dirais, dans le sens général du terme. Donc, c'est pour ça que je dis aujourd'hui, il y a une menace qui pourrait être, on parle aujourd'hui du digital, mais il y a encore beaucoup plus que le digital qui pourrait venir à l'avenir. C'est pour ça que moi, quand je dis on est en train de préparer nos étudiants, et moi j'interviens dans pas mal d'établissements d'enseignement, donc aujourd'hui il y a de vrais sujets de préparation des profils de demain, et des profils de demain avec une forte composante de technologie, ça c'est indéniable. Aujourd'hui, même chez nous à Mazar, quand on recrute des consultants, bah, très souvent, ce qu'on demande, un bon vernis technologique, une bonne ouverture sur les technologies, des tracks sur l'expérience technologique. Ça, c'est important dans les recrutements. Les banques, aujourd'hui, ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est que de la même manière, le résultat de cette digitalisation ou son impact sur l'humain aujourd'hui va être conditionné par la manière avec laquelle la banque va aborder le changement. Dans la formation, dans la formation, dans la revue de la chaîne de valeur, dans la réorganisation et dans l'accompagnement du changement. Et ça, c'est important. À partir du moment où vous allez avoir quand même une population jeune qui va absorber ces changements, bah, tant mieux. Et à partir du moment où vous allez avoir une population jeune qui va absorber ces changements, elle va aller beaucoup plus loin, c'est intéressant. À partir du moment où vous allez avoir des réticences, bah, ces réticents-là, vous allez peut-être à un certain moment où vous allez devoir vous allez devoir peut-être arrêter cette relation de travail. Mais aujourd'hui, c'est un changement important. Et aujourd'hui, le salarié aujourd'hui ou l'employé de banque, il est quand même challengé par rapport à un vécu qu'il a vécu pendant plusieurs années et par rapport au challenge de demain. C'est clair. D'accord. J'ai vu ici une question parmi les questions que j'ai perdues. Ah voilà, par rapport à la sécurité, à la confiance, en lien avec la cybercriminalité, les hackers, etc. Est-ce que maintenant, c'est-à-dire, est-ce que c'est toujours, est-ce que c'est un défi qui va aller en grandissant? Est-ce que c'est toujours un challenge pour les banques ou c'est plus ou moins sous contrôle? On a vu l'actualité a été quand même assez ces Donc, derniers temps il y a eu des éléments d'actualité par rapport à des histoires de problèmes sur des que ce applications, soit, si vous voulez, etc. Est-ce que ça fait partie du cours normal des choses ou est-ce qu'il y a un effort particulier à faire, notamment sur le renforcement
des audits auprès des banques de la part de la Banque centrale ou d'autres organismes? Vous en avez cité tout à l'heure, CIPELDOS, deux ou trois. Est-ce qu'il faut investir encore plus dans la sécurité, etc. La question de la sécurité et la confiance, qui est la base de toute relation financière et monétaire, est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore un sujet d'actualité ou ça fait partie du passé? Si vous permettez, donc, moi je pense que c'est un sujet qui va en grandissant. Hein, donc, ces challenges de cybercriminalité, il n'y a pas qu'au Maroc, hein, c'est même dans les autres pays développés, ça pèse vraiment énormément. Et je pense qu'au Maroc, on a pris un certain nombre de retard, alors, parce qu'on n'était pas exposé, on n'était pas forcément, on va dire, dans les radars, mais la prise de conscience est là et je pense qu'il ne faut pas minimiser, il faut beaucoup investir sur cette partie-là. Et de toute façon, même dans le monde, hein, ce qu'on prévoit dans les cabinets d'études de type Forrester, c'est justement beaucoup d'investissements sur cette partie de cybercriminalité et l'aspect sécurité d'une manière générale, parce que les challenges ils sont énormes. Hein. Donc, faut pas dire que voilà, c'est derrière nous. Je pense que c'est le pire il est devant nous. Ok. J'ai presque envie de dire que c'est le principe même de tous les aspects liés, disons, à la cybercriminalité / la fraude, c'est que les fraudeurs et les cybercriminels ont toujours, à un moment donné, une longueur d'avance. Certes, c'est pas notre rôle à nous, c'est évidemment de maîtriser au maximum cela et de réduire de réduire au maximum aussi l'impact que pourrait éventuellement un cas de fraude ou de cybercriminalité. Mais le fait est qu'aujourd'hui, plus on va, plus les échanges de données se feront d'une manière dématérialisée, plus le risque grandit et plus nous devons aussi nous veiller à ce que ce soit le… Quelles mesures publiques de lutte? Est-ce qu'il faut plus d'audits pour les banques? Est-ce qu'il faut un standard de qualité ou des standards de sécurité à mettre en place par tout le monde? Comment justement juguler ça? Je pense qu'il y a de la veille, il y a beaucoup de veille là-dedans. Parce qu'en tout cas, nous, à notre niveau, au niveau marocain, je pense que la veille est extrêmement importante. Parce que, in fine, ce que nous subissons a été subi quelque part dans le monde, quelques semaines, quelques mois auparavant. Donc, il y a évidemment cette veille technologique qui doit s'opérer et d'une manière très rigoureuse et régulière. Et deuxièmement, évidemment, effectuer autant que faire se peut certains scans ou des audits sur nos systèmes informatiques. Si je peux juste compléter par rapport à ce sujet. Je précise par rapport à ça, je pense que c'est très important. Est-ce que ces audits-là, elles doivent être, c'est-à-dire dans des process qualité des opérateurs privés eux-mêmes, ou bien il doit y avoir, je ne sais pas moi, une obligation de overhauling de tous les systèmes de sécurité chaque année, ou je ne sais pas moi, imposée par les autorités, par les régulateurs? Là, pour vous répondre de manière vraiment générale, hein, aujourd'hui, la gestion des risques, aujourd'hui, on est face à une nouvelle je dirais, de nouvelles familles de risques. Aujourd'hui, il est important de mettre en place un dispositif de gestion des risques sain. Ça, c'est important, c'est le must-have. Deuxième chose, les dispositifs technologiques qui sont installés, ils doivent être mis en place selon des référentiels internationaux. Donc aujourd'hui, les référentiels internationaux, ils sont connus, ils sont publiés partout dans le monde. Donc, c'est des choses qui sont accessibles. Donc aujourd'hui, il y a des sujets d'appropriation des référentiels sécurité et de pouvoir les déployer au niveau des différentes structures. Troisième chose, je pense qu'aujourd'hui, en termes d'exigences réglementaires, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'exigences réglementaires qui permettent aujourd'hui de mettre quand même les opérateurs devant leurs responsabilités. Donc, la nécessité de faire des évaluations risques, de faire des cartographies des risques liés aux services digitalisés, d'identifier les risques, de mettre en place les dispositifs d'atténuation des risques, de mettre en place un certain nombre de contrôles et d'audits périodiques. Donc, de la panoplie d'exigences, elle est déjà cartographiée dans sa globalité. Les référentiels internationaux sont connus. Je pense qu'aujourd'hui, la majorité des opérateurs qui sont exposés à ces risques-là
optent pour les fameux audits de sécurité périodiques, au minimum annuels, donc selon un certain nombre d'angles de vue. Mais je pense que la démarche, elle est lancée, elle est structurée dans une grande majorité chez les banques de la place. Maintenant, c'est un travail, comme a dit Emine, sur lequel il va falloir avoir une bonne force de veille et une permanence. Il ne faut jamais baisser les bras. Donc, gestion des risques de manière continue, veille de manière continue, réactivité par rapport à tous les sujets qui ressortent au niveau international. Et si vous regardez, par exemple, les statistiques de la Banque centrale européenne sur le risque de cybersécurité, c'est quelque chose qui a touché à toutes les banques européennes. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on est à l'abri de tout ça. Donc, par conséquent, c'est un sujet qu'il faut garder un œil particulier dessus. En tout cas, je vous remercie tous. On me dit qu'il faut arrêter la conférence. Si a aussi, si j'ai bien compris, une réunion tout de suite. Donc, merci à vous tous. Merci de votre Merci, messieurs. précieuse contribution. Merci. Et à très bientôt. Très bientôt. Merci, messieurs. Ce fut un plaisir. Ce fut un plaisir. Merci infiniment. Pareil. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.